Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. On va continuer notre topo des diarrhées infectieuses. On va entamer le traitement. On va détailler quelques points sur le traitement des diarrhées infectieuses. Bien sûr, diarrhée égale déshydratation. On doit chercher la déshydratation, les signes de déshydratation. Le traitement primordial des diarrhées et des déshydratations, c'est la réhydratation. On a deux types de réhydratation, soit par voie orale, soit par voie générale. Pour la réhydratation par voie orale, la quantité par voie orale ou bien par voie générale, la quantité de liquide à ajuster, elle est selon la sévérité des diarrhées. Elle est environ entre 1 à 2 litres par 24 heures pour une fréquence de sel entre 5 et 10. On utilise quelques remèdes maison, exemple le thé noir, les tisanes sucrées, la soupe et le bouillon, et certaines solutés de réhydratation faites à la maison à base en général, on met dans un litre d'eau et une demi-cuillère de, de sel avec 8 cuillères de sucre et un verre de jus d'orange naturel, bien sûr. Et, et de préférence, il faut éviter les remèdes maison. Et on a des sels de réhydratation qui sont commercialisés et disponibles partout, dans toutes les pharmacies. Durant la phase aiguë des diarrhées, il faut éviter les produits lactés parce qu'elle altère la fonction transitoirement les enzymes villositaires et les jus de fruits en boîte parce que sont hyperosmolaires, riches en sucre, qui pouvant aggraver les diarrhées. Le régime doit être adapté à l'âge, sans tenir compte des liquides utilisés pour la réhydratation orale, de petits repas fréquents, 6 repas par jour, avec une alimentation riche en énergie et des micronutriments, les grains, l'œuf, viande, fruits et légumes, en augmentant progressivement la prise de produits énergétiques selon la tolérance après l'épisode diarrhéique. Les indications de la réhydratation par voie orale pour prévenir et traiter la déshydratation en cas de diarrhée, de choléra. Les présentations, on a des sachets de poudre diluée dans un litre d'eau propre. Composition des SRO selon l'OMS. La teneur en chlorure de sodium, elle est 2,5 grammes. Glucose 13,5 grammes. Et le KCl 1,5 grammes. Les citrates trisodiques 2,5 grammes. L'osmolarité totale, elle est de 2,45 osmol par millimol par litre. Pour la posologie, selon l'OMS, on a trois plans. Le plan A, le plan de traitement A, le plan de traitement B et le plan de traitement C, selon la sévérité de la déshydratation. Pour le plan A, on utilise généralement pour prévenir la déshydratation. On donne chez l'enfant de moins de 24 ans, on donne 50 à 100 cc après chaque sel, les liquides, environ 500 cc par jour. Chez l'enfant entre 2 et 10 ans, on donne 100 à 200 cc après chaque sel liquide. Environ c'est 1000 cc par jour. L'enfant plus de 10 ans et l'adulte, on donne 200 à 400 cc après chaque sel liquide. Environ c'est 2000 cc par jour. Le plan B, le plan de traitement B, c'est le traitement de la déshydratation modérée. Enfants et adultes, on donne dans les 4 premières heures la quantité de liquide en fonction du poids du patient. Par exemple, l'enfant moins de 4 mois, si le poids il est moins de 5 kg, on donne une quantité de SRO entre 200 et 400 cc.
dans les 4 premières heures. Ça, le schéma des 4 premières heures, c'est un poids plus de 30 kilos. On donne 2200 cc jusqu'à 4000 cc. Après les 4 heures, si les signes de déshydratation sont disparus, on, on passe à le schéma du traitement selon le plan A. S'il y a toujours les signes de déshydratation modérés, on renouvelle le traitement B. Si la malade a développé des signes de déshydratation sévères, on passe vers le traitement par voie orale, c'est-à-dire le traitement par plan C selon l'OMS. Le traitement de la déshydratation sévère, selon le plan C, c'est l'association avec un traitement veineuse par voie intraveineuse, uniquement si le patient est conscient. Enfants et adultes, on donne 5 cc par kilo chaque heure. Et on évalue l'état du malade après 3 heures, bien sûr chez l'adulte et l'enfant, grand enfant, et après 6 heures chez le nourrisson. Et on choisit, selon la sévérité de la déshydratation, le plan A ou B ou C. Les contre-indications et les effets indésirables, les précautions à retenir. Donc, en cas d'apparition d'œdème palpébral, arrêter l'SRO et donner de l'eau pure, puis reprendre les sels de réhydratation en suivant le plan du traitement A. En cas de vomissement, attendre 10 minutes et réadministrer la solution par très petite quantité, très fréquemment, et ne pas arrêter la réhydratation. La grossesse et l'allaitement ne présentent pas une contre-indication à la réhydratation par ces éléments, par le SRO. La conservation des sels de réhydratation, elle doit être une température ambiante inférieure à 25 degrés. Il ne faut pas utiliser si la poudre a pris une consistance pâteuse ou une couleur jaune-brun. Après la préparation des sels, la solution doit être utilisée dans les 24 heures. Pour le traitement, la réhydratation par voie intraveineuse, si l'enfant moins de 1 an, il faut perfuser 30 cc par kilo en, en 30 minutes, puis 70 cc par kilo en 2h30, puis 100 cc par kilo sur 6 heures. Si chez l'enfant plus de 1 an, on peut perfuser 30 cc par kilo en 1 heure, puis 70 cc par kilo en 5 heures. Puis les besoins quotidiens, c'est-à-dire 100 cc par kilo, sont apportés par voie intraveineuse ou par voie orale dès que l'état de l'enfant le permet. L'alimentation normale ne doit être interrompue pendant plus de 4 à 6 heures après le début de la réhydratation et l'allaitement doit être poursuivi, c'est-à-dire allaitement maternel, le substitut de lait. Pour le traitement antibiotique, les antibiotiques les plus utilisés sont les fluoroquinolones, l'azithromycine, les céphalosporines de troisième génération et le Bactrim, le cotrimoxazole. On peut commencer un traitement antibiotique probabiliste dans les diarrhées aiguës. Devant les diarrhées cholériformes avec une température inférieure à 38,5, la forme modérée, il n'y a pas une indication de traitement d'emblée. On traite symptomatiquement par des antidiarrhéiques. Si on évalue l'état du malade, après, si toujours il n'y a pas une efficacité,
On peut commencer de traiter par le fluoroquinolone et quinolone et l'azithromycine. Dans les formes graves, on commence d'emblée par un traitement à base de fluoroquinolone ou bien d'azithromycine avec le traitement symptomatique. En cas de dysenterie avec une fièvre supérieure à 38,5, on commence également un traitement antibiotique probabiliste. Il faut éviter les antipéristaltiques en cas de diarrhée infectieuse. Selon aussi Pour le traitement spécifique des diarrhées, on continue avec le traitement spécifique des diarrhées en cas d'une infection documentée. Pour l'infection à Shigella et à Salmonella, on préfère les fluoroquinolones et les C3G injectables en première intention, surtout en cas de diarrhée grave chez des sujets immunodéprimés, pendant une durée de 3 à 5 jours, avec le Bactrim et l'azithromycine comme alternative. Pour la Campylobacter, on utilise l'azithromycine en première intention pendant un jour à forte dose ou bien pendant 5 jours et la fluoroquinolone en alternative. Pour l'Yersinia enterolytica, on utilise toujours la fluoroquinolone pendant 7 jours. Et le Clostridium difficile, on utilise le métronidazole par voie orale. Et la Vibrio cholerae, on utilise la doxycycline pendant 1 à 5 jours. Pour la prévention, quelques points essentiels à retenir ou à citer. L'allaitement maternel est recommandé jusqu'aux 6 mois. Il protège contre les infections diarrhéiques. Une mise au sein précoce dans l'heure qui suit la naissance protège le nouveau-né des infections et réduit le taux de mortalité en rapport. Le risque de mortalité lié à la diarrhée et à d'autres infections augmente chez les nourrissons qui sont partiellement nourris au sein ou qui ne le sont pas du tout. L'hygiène générale repose sur l'approvisionnement en eau potable, le lavage régulier des mains au savon, l'hygiène des eaux de boisson et des aliments et la désinfection. À la fin et en conclusion, les diarrhées infectieuses est un problème de santé publique, en particulier chez l'enfant et à l'échelon mondial. Les diarrhées fébriles constituent un motif régulier de consultation en médecine de ville et dans les services d'accueil des urgences. Dans la majorité des cas, elles sont infectieuses et se traitent symptomatiquement. La prise en charge du patient dépend du terrain du patient, les âges extrêmes, les antécédents d'immunodépression, mais également des caractéristiques du syndrome diarrhéique qui vont orienter vers un type d'agent pathogène. La déshydratation est le principal risque de diarrhée. L'antibiothérapie n'est pas systématique, mais lorsqu'elle est instaurée empiriquement, elle doit être adaptée secondairement aux germes en cause. D'autres pathologies sont à l'origine de diarrhée fébrile, les maladies inflammatoires du tube digestif, certaines diarrhées médicamenteuses et certaines tumeurs. Les examens paracliniques ne sont pas systématiques et doivent être prescrits de façon ciblée. Enfin, les mesures préventives sont les meilleurs outils de la lutte contre les diarrhées et leur propagation. À la fin, je vous remercie pour votre attention.